Aujourd'hui, presque 1 million de personnes, hommes et femmes, font partie des forces armées ukrainiennes. Plusieurs d'entre eux auront besoin de réhabilitation après la guerre. Comment l'organiser? Quels sont les besoins les plus immédiats? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Olga Galchenko, volontaire qui travaille dans la fondation Renaissance. Olga aide à l'armée ukrainienne depuis 2014, elle connaît tous les problèmes des militaires de l'intérieur. Son mari est actuellement au front. Bonjour Olga, je suis très contente de vous recevoir dans notre podcast L'Ukraine face à la guerre. Nous allons parler aujourd'hui de sujets très importants, de sujets de vétérans de guerre qui vont constituer une large partie de la société ukrainienne après la fin de cette guerre qu'on espère. Vous êtes active dans ce secteur depuis 8 ans. J'ai vu vos photos avec des vétérans et tout d'abord c'était une période de l'aide volontaire aux militaires encore au front en 2014-2015. Donc, ma première question serait très simple. Comment est-ce que vous, une femme civile, et par quelle voie vous êtes arrivée dans cette problématique militaire encore dans les années 14 et 15? Eh bien, c'était l'été 2014 et j'étais au sud de l'Ukraine pour le travail. Et le sud, à cette époque-là, c'est devenu une frontière avec la Crimée parce que la Crimée était annexée par la Russie. Et donc, on avait un déploiement des militaires là-bas sur place, sur la frontière sud, comme on dit maintenant. Et j'ai une amie qui m'a amenée voir une base militaire où elle avait des amis. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu que les soldats avaient quasiment rien à l'époque. Ils dormaient limite par terre, ils n'avaient pas de vêtements, ils avaient pas d'équipement militaire. Ça m'a énormément touchée, ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais si on ne fait pas quelque chose maintenant, notre armée, qu'est-ce qu'elle devient? Comment elle va nous défendre? J'ai commencé par acheter des trucs très simples, des chaussures, des vêtements, des vestes pour les militaires. Et ça a enchaîné depuis ça. Ça a pris de l'ampleur. C'est devenu pas des vêtements, mais des voitures, des instruments d'optique, des drones, limite des armements. Enfin, ça a escalé jusqu'à des grosses choses, on va dire ça comme ça. Et c'est en 2014, au moment où la Russie, rappelons-nous, pour nos auditeurs, a annexé illégalement la Crimée. Et ensuite, il y avait des combats qui ont commencé dans le Donbass. Et donc, une partie de Donbass a été occupée depuis 2014. Donc, voilà, cet état de l'armée qui était plutôt lamentable en 2014. Donc, nous avons tous témoigné de cela. Comment estimez-vous en fait cette aide volontaire et l'importance surtout de cette aide volontaire en 2014-2015 pour les succès relatifs, bien sûr, mais les succès quand même de l'armée ukrainienne qui a pu libérer, on se souvient toujours, une large partie de Donbass en 2014-15? Je pense que l'élan de la population, autant les civils qui sont devenus volontaires, qui ont aidé les soldats, autant les gens qui sont portés volontaires pour aller au front, pour combattre, c'était essentiel parce que l'armée ukrainienne, depuis l'indépendance, a subi plein de transformations négatives. Elle était réduite, elle était mal financée, elle était mal éduquée. C'était pas vraiment une armée qui pouvait faire face à des défis, enfin à un défi tel que la Russie. Mais c'est vraiment grâce à cette volonté populaire, à cette volonté civile, civique même, je dirais, qu'on a pu, ces premiers mois,
garder face, de résister, de reprendre notre souffle et de ensuite revenir sur les territoires qui ont été occupés au printemps 2014. Oui, mais après, les choses sont entrées un peu dans l'ordre. On a vu quand même 8 ans se sont écoulés entre cette première attaque de la Russie en 2014 et 2022, quand nous avons vu cette invasion à grande échelle. Il y avait quand même des choses qui sont entrées dans l'ordre. Est-ce que vous avez remarqué que, voilà, dans votre travail, c'était pas votre travail, c'était voilà, votre volontariat, c'est-à-dire que vous intervenez ici comme une civile, sans doute avec un groupe, d'autres, avec un réseau, plutôt un réseau d'autres civils. Donc là, est-ce que vous avez senti à un certain moment que vous n'êtes plus nécessaire, vous n'êtes plus utile pour les besoins de front? Oui et non. Enfin, maintenant, c'est une situation très différente. L'armée ukrainienne 2014 et l'armée ukrainienne 2022, c'est deux armées différentes. Maintenant, ils n'ont plus besoin de nourriture, de chaussures, de vêtements ou des petites choses comme ça. Ils ont toujours besoin de support pour améliorer l'équipement, pour améliorer les transports, pour améliorer l'armement. Mais c'est une aide très différente et on voit très bien que les volontaires aujourd'hui, ils s'occupent des choses à une beaucoup plus grande échelle. C'est des technologies beaucoup plus de pointe. On a des fonds de volontaires qui vont aux États-Unis pour acheter des drones, pour acheter limite des chars, limite des hélicoptères, mais l'échelle et l'ampleur est complètement différente. Et les besoins aussi sont différents. Oh, les besoins sont différents, mais voilà, donc il y a quand même une grande partie qui était prise en charge par l'État. Donc, oui, je pense que les réformes qui ont commencé, je pense pas par volonté, mais par besoin, surtout parce qu'il fallait bâtir une armée en ayant un voisin comme la Russie. C'était essentiel que l'armée devienne différente de ce qu'on avait en 2014 et avant. Donc oui, il y a une succession de réformes et une section de réformes de la ministère de la Défense, des armées. Je pense aussi qu'il y a eu des grands avancements au niveau du financement. Donc on peut dire que oui, ça a changé. Ça a changé, même si toujours on se dit souvent que les efforts qui ont été faits n'étaient pas suffisants. Je pense que c'est jamais suffisant. C'est jamais suffisant quand il y a la guerre, c'est vrai. Vous étiez en contact, durant toutes ces années, vous étiez en contact direct avec les gens qui étaient au front, n'est-ce pas? C'était déjà, je pense que non seulement vos connaissances, mais aussi vos amis. Vous avez suivi pas mal de vies, pas mal de destins militaires. Et donc la question suivante, quand est-ce que et dans quelles conditions vous avez pris la décision de passer à cette activité de s'occuper des vétérans? Parce que là, ça fait partie de votre travail. Maintenant, oui. Ça a commencé aussi comme activité volontaire parce que à un moment, je pense vers 2017-2018, la plupart des amis que je me suis faite au front, des soldats, des mobilisés ou des volontaires, ils ont commencé à revenir. Il y a eu quelques vagues de démobilisation. Ils ont commencé à revenir dans la vie civile. Et puis au front, c'était plus ou moins stable, on va dire ça comme ça. Le conflit a commencé un peu à s'atténuer. Et les gens ont commencé à revenir à la maison et là, les besoins et les demandes et les demandes d'aide sont devenues très différentes. C'était comment aller voir un tel médecin, comment trouver des médicaments, comment organiser sa vie civile, comment trouver un travail, où est-ce que je peux faire ci, où est-ce que je peux faire ça. Et bon, comme il continuait à se tourner vers moi, comme il me connaissait, j'ai commencé à creuser aussi dans cette direction-là. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée aussi à se débrouiller dans les questions des militaires revenus dans la ville civile. Oui, donc les problèmes à l'époque étaient de plans très différents, n'est-ce pas? Donc il y avait, comme vous avez évoqué, les médicaments, les traitements, mais aussi sans doute des problèmes psychologiques. Alors, le tout premier, c'était le problème de statut, parce qu'il fallait, pour avoir accès à tous les bénéfices, il fallait avoir le statut de vétéran. Et c'est aussi une procédure bureaucratique qui demandait des efforts. Et en général,
les ex-militaires, les ex-combattants ont du mal avec les procédures bureaucratiques, ça les ennuie, ça les fatigue, ça les énerve. Donc ils avaient besoin de ça, ils avaient besoin d'avoir le statut. Et ensuite, bien sûr, c'était une question de réintégration, de réinsertion dans la vie civile. Et là, oui, en effet, il y a pas mal de trucs psychologiques qui ressortent. C'est, oui, les relations dans la famille, la recherche de travail, tout ça, tout ça, ça provoque pas mal de stress. Et le stress, et pas seulement le stress, mais aussi les conséquences comment on dit, les traumatismes de combat. Les gens qui ont vécu des situations de combat ont des réactions différentes et ont des besoins différents au niveau psychologique. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, qu'il s'agit du bruit, par exemple, oui. qu'il s'agit de mouvements brusques. Donc là, il y a le corps qui n'oublie pas certaines situations. Ils sont toujours, comment dire ça, à l'affût. Ils sont toujours en situation. Il y a quelque chose qui peut arriver. Donc, même, je sais pas mal d'ex-militaires pour qui descendre dans le métro et prendre le métro, c'est un très grand stress parce qu'il y a énormément de gens qui arrivent de tous les côtés. Il y a les trains qui passent. Ils se sentent tout de suite en situation de danger. Donc, pour eux, descendre dans le métro, ça peut poser problème. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez une idée de combien ils étaient, voilà, quel était le nombre en fait exact ou approximatif de vétérans de guerre avant cette grande invasion de 2022 ? Alors, avant l'invasion, ils étaient à 420 000 vétérans. Mais c'est énorme. C'est beaucoup. C'est presque un demi-million. C'est presque un demi-million, oui. Donc, il s'agissait sans doute de plusieurs vagues de rotation. C'est plusieurs vagues de démobilisation, oui, en effet. Donc, ils étaient là. Et bien sûr que la situation s'est dramatiquement changée le 24 février 2022, parce que ceux qui étaient au front, ils l'étaient, mais ceux qui n'étaient pas au front, mais qui avaient cette expérience devenue très précieuse, est-ce que vous avez une idée de pourcentage de vétérans qui ont rejoint une fois de plus les forces armées ? Ça, je pourrais pas vous dire exactement. Je pense que largement la moitié est revenue parce que, bon, on enlève tous ceux qui ont eu des invalidisations ou des maladies qui leur permettent plus d'aller au front, mais tous les vétérans qui sont plus ou moins en bonne santé, ils font partie de la réserve imminente, c'est-à-dire c'est ceux qui partent les premiers si jamais il y a la guerre. Donc ils étaient appelés, et un certain nombre sans doute c'est sans doute aussi présenté volontairement sans attendre d'être appelés. En tout cas, nous avons vu des témoignages qui étaient assez nombreux en mois de février et mars, que les gens se présentaient malgré le fait que n'étaient pas encore appelés. Ah oui, mon mari, le 24, à midi, il était déjà dans son commissariat militaire. Et pourtant, il est pas en superbe santé, je veux dire, pour faire la guerre. Normalement, il aurait jamais été appelé, on va dire ça comme ça, parce qu'il a une blessure à la main, il a des problèmes d'ouïe. Enfin, il n'aurait pas pu passer l'examen médical militaire, on va dire ça comme ça. Mais comme il était volontaire, il est parti tout de suite. Enfin, il a été pris tout de suite. Mais ils l'ont quand même admis, c'est-à-dire qu'ils ont quand même admis quelqu'un avec une expérience et un état de santé qui n'est pas idéal, on va dire. Oui. On va dire ça comme ça. Revenons à vos projets de réhabilitation, de réinsertion, de réintégration de vétérans dans la société ukrainienne. Est-ce que vous pouvez décrire en fait en quoi ça consiste en fait et comment est-ce que ça marche déjà ? Eh bien, je pense que le problème en ce moment, c'est qu'on n'a pas encore vraiment de politique nationale de réintégration. Donc, il n'y a pas un document qui dit, bon, il faut faire ça, ça, ça. Donc, en ce moment, on peut parler juste de plusieurs branches qui constituent la réintégration, c'est-à-dire il y a une partie qui est la réhabilitation, c'est-à-dire tout ce qui concerne la santé mentale et physique, parce que c'est la première chose par laquelle doit passer un vétéran qui revient de front, c'est de se refaire une santé, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental. Ensuite, il y a des programmes de rééducation, des programmes professionnels pour peut-être se trouver une nouvelle profession ou améliorer certaines skills que tu peux avoir. Il y a aussi les programmes au niveau des communautés. C'est-à-dire en Ukraine, la décentralisation marche
assez bien. Donc, au niveau des communautés, il y a pas mal de choses qui se font, mais bien sûr, dans chaque communauté, c'est des activités différentes. Il y a des activités sportives pour les vétérans, la thérapie par l'art. Il y a aussi les réunions entre les vétérans pour discuter, pour avoir cette espèce d'espace commun et sécurisé où ils peuvent se parler entre eux. Il y a les programmes de support pour la famille, pour la femme, pour les enfants, la femme ou le mari. Donc voilà, en fait, en ce moment, à peu près chaque commune a son propre format de réintégration. Et après, il y a certains moments qui sont au niveau de l'État, c'est-à-dire les pensions, les services, l'aide sociale, qui est garantie donc, par l'État. Il y a toujours une certaine rupture entre les militaires et les civils, surtout après les guerres et après les guerres qui durent, parce qu'il y a quand même un abîme qui sépare les militaires qui ont eu cette expérience hors norme, en fait, et les civils qui ont connu aussi des épreuves, mais quand même, ce n'est pas du tout comparable. Est-ce que pendant les années avant la Grande Invasion, vous avez ressenti à un moment ou à un autre une certaine rancune de militaires? Vous avez dit que votre mari était militaire, rancune par rapport au reste de la société ukrainienne, parce qu'il y avait quand même des moments plus calmes, et quand il y a des moments plus calmes, il y a toujours cette indifférence qui remonte toujours dans la société. Donc il y a le manque de visibilité, le manque de la reconnaissance en quelque sorte, non? Je dirais pas, je veux pas dire jusqu'à la rancune, mais bon, les vétérans, c'est des gens qui demandent pas grand-chose de la société, mais ils demandent au moins le respect. Donc, quand il y a un manque de respect envers les vétérans, là, ça fait bruit, là, ça fait mal, là, on peut avoir des conflits, des confrontations. Mais c'est pas une rancune. Ah, vous vous amusez, vous allez au restaurant et moi, je suis vétéran, je suis tout seul et je suis triste. Non, c'est plus une demande de respect de la part des civils. Et vous croyez que ce respect il manquait à un certain moment, où il y avait des hauts et des bas ou... Il y avait des hauts et des bas. Les gens sont différents. Je veux dire, une société est composée de gens très différents qui ont des opinions très différentes. Donc, c'est aussi les difficultés de comment faire marcher tous ces courants assez différents, toutes ces opinions parfois polaires même. Donc oui, il y a des hauts et des bas. Mais je pense que après cette guerre-ci, il y aura un moment de grande glorification des vétérans qui peut ensuite retomber. Et là, ça peut faire même plus mal quand cet engouement, cette affection pour les militaires va tomber. Et ça va tomber, c'est normal, c'est dans l'état humain, on va dire ça comme ça. Oui, là, les vétérans peuvent se retrouver redescendus sur terre. Oui, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore déjà, encore même dans le fait de démobiliser, parce que là, la guerre dure depuis plus de 10 mois. Il n'y avait pas une seule vague de démobilisation. Rien n'est promis. Donc, d'après ce qu'on voit comme discussion, il n'y a rien qui est promis aux militaires qui sont au front. Il y a plusieurs, donc la quasi-totalité qui sont là depuis 10 mois, avec un congé de 10 jours, peut-être au maximum. Racontez-nous votre journée de 24 février. Vous qui savez, vous saviez mieux que les autres, en fait, ce que ça veut dire, la guerre, ce que ça veut dire, les combats. Comment c'était votre journée? Qu'est-ce que vous avez compris? À quoi est-ce que vous êtes préparé, en fait? Bon, moi, j'y croyais pas. Je me disais que quand même la Russie va avoir quand même un minimum de raisonnement pour pas commencer une grande guerre comme ça. Mais mon mari, lui, il se préparait. Il était tout à fait prêt. Il n'était pas très étonné. Il avait prévu ça depuis un moment déjà. Le 24, je pense, comme tout le monde, on s'est réveillé vers 4-5 heures du matin avec les explosions. On a passé la matinée à faire un plan, qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va réagir, puisque aussi il fallait prendre soin des proches, de la famille, des amis. Et puis mon mari m'a laissé des instructions, mais je suis très contente pour ça parce qu'il m'a dit très clairement quoi faire. 1, 2, 3, les fenêtres, tu mets des scotch pour si jamais les fenêtres explosent, tu ne sois pas blessé par les bouts de verre. Tu vas au magasin, tu achètes de l'alcool, des allumettes, puis je ne sais plus quoi encore. Pourquoi l'alcool?
Parce que l'alcool, en fait, ça peut trop chauffer, pour les blessures, ça peut marcher aussi. Et si jamais vraiment ça dérape, ça peut être un moyen d'échanger quelque chose Une pour monnaie l'alcool. d'échange, Voilà, oui. oui, je vois Ah oui, à ça aussi. et on a aussi acheté des balles, enfin des patrones, des balles, Des balles. ouais, Ouais. pour nos quelle armes. liste! Alors, quelle liste, Oui. voilà. Mais vous êtes resté à Kiev? Oui, je suis restée à Kiev. Donc, le temps que les troupes approchent. Est-ce qu'on peut estimer, avoir une estimation de combien seront les vétérans de cette guerre, étant donné qu'on ne sait pas, bien sûr, combien de mois encore, ou de semaines, ou des mois, ou des années même, elle va durer, mais ça commence à représenter une tranche importante de la société. Oui. Un grand minimum, ce serait 1 million de personnes. Mais je pense qu'on va passer à 1,5 million, voire 2 millions. Ce qui représente pour une nation de 40 millions déjà un pourcentage important, parce qu'il faut y inclure aussi des familles. Parce que des familles font partie aussi de cette tranche de cette société qui est à... Oui, parce qu'un vétéran, il influence aussi, il a une famille, il a des parents, il a des enfants, il a un époux ou une épouse, il a un cercle d'amis, il a ses collègues. Enfin, un vétéran, ça peut toucher pas mal de gens, en fait. Donc oui, et donc là, il y a un besoin de les entourer, de les réintégrer, etc. On parle souvent dans les conflits qui s'enlisent. On ne peut pas dire que notre guerre s'enlise à ce moment-là, mais on voit que les choses s'évoluent d'une manière beaucoup, beaucoup plus lente par rapport à ce que nous voulions au départ, parce que nous voulions que la guerre se termine vite. Non, ce n'est pas le cas. Mais on parle aussi d'une certaine militarisation, ou de risque de militarisation de la société. Quelle serait votre estimation? Est-ce qu'on y est déjà? Oui, il y a un risque de militarisation, il y a un risque de radicalisation aussi, voire une criminalisation, parce que bon, on a vu ce qui s'est passé avec les vétérans de l'Afghanistan à une époque. Quand ils sont revenus, ils n'ont pas été vraiment pris en charge par l'État. Enfin, l'État leur a donné quelques bénéfices sociaux, mais aucun moyen de se réaliser dans la vie civile, aucun moyen de se trouver une place dans une nouvelle société. Et les vétérans d'Afghanistan, ils ont souvent sombré dans des choses pas très légales, dans la criminalité, dans des bandes organisées, des choses comme ça. Donc oui, les vétérans, c'est une très grande opportunité pour un pays, mais c'est aussi un risque. Donc c'est aussi à l'État, à la société de gérer ces risques et de voir un peu dans l'avenir et de réfléchir comment va se passer la réintégration et comment prévoir une réintégration qui permet aux vétérans de se réaliser, en fait, de se réaliser dans un cadre démocratique, transparent, normal. Voilà, et puis de redevenir civil, c'est difficile. On garde tous le souvenir de cette génération de la guerre d'Afghanistan, une guerre qui a eu lieu pendant encore l'époque soviétique, et donc l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique, donc c'était une guerre sans doute aussi injuste, etc. Mais c'est vrai que cette génération était largement traumatisée. Je me rappelle aussi de phénomènes de l'alcoolisme qui étaient malheureusement aussi associés à cette génération de vétérans d'Afghanistan. Aujourd'hui, nous avons une image, ici en Ukraine, vue de l'intérieur, nous avons une image mais vraiment sacrée en fait de l'armée ukrainienne, puisque justement avec les succès, avec le fait que les troupes russes sont repoussées, d'abord à Kiev, Tchernigiv, Soumy, ensuite Kharkiv, ensuite Kherson, nous avons vraiment, ils sont comme Dieu pour les civils. Mais bien sûr que la réalité pourra nous rattraper après. Oui, et aussi pour les vétérans, ça va être un peu difficile d'avoir cette réputation angélique, on va dire ça comme ça, presque religieuse de la part de ses concitoyens, parce que c'est une responsabilité énorme en fait. Et les gens placent beaucoup d'espoir dans les vétérans, tandis que c'est des gens ordinaires comme vous et moi, et qui reviennent à la maison, qui veulent se reposer, qui veulent retrouver un travail, qui veulent être bien avec leur femme et leur famille, mais dans notre société, il y a énormément d'espoir que les vétérans vont tout changer, que les vétérans vont tout améliorer, qu'ils vont revenir et ils vont tout faire pour que le pays reprenne et tout.
Vous êtes sceptique? Je sais pas sceptique. Je suis sûre que les vétérans vont être une force de changement énorme parce que c'est des gens qui ont déjà eu le courage de prendre des responsabilités énormes, de prendre des décisions très difficiles, de mener une vie qui demande une intelligence, qui demande une force de l'esprit, qui demande de savoir prendre des décisions rapidement et d'être efficace. Donc, oui, bien sûr, ça va être 1 million de gens qui ont passé par cette école de la vie au sens le plus extrême et qui, bien sûr, vont avoir ces qualités pour changer des choses, pour être leader dans leur communauté, pour être leader même au niveau national. Mais il ne faut pas non plus espérer que c'est eux qui vont tout faire pour nous. C'est une société. La société doit être unie avec les vétérans pour changer, pour démocratiser l'Ukraine, pour changer l'Ukraine, pour la mener vers l'Union européenne, bien sûr, ce qui est notre objectif. Objectif. L'Union européenne, mais aussi, n'oublions pas, l'OTAN, Oui. qui est aussi un objectif stratégique pour l'Ukraine qui était bien posé. Donc cette demande est bien posée sur la table et donc pour les Ukrainiens, bien sûr que ça constitue une garantie que la guerre ne va pas recommencer d'ici quelques années, ce que ce serait une tragédie pour une génération, parce que j'entends souvent cet argument que nous faisons la guerre aujourd'hui pour empêcher que nos enfants doivent la faire. Tout simplement. Et on attend aussi souvent des projets politiques associés à des vétérans. On se dit, écoutez, les garçons ou les filles ils vont retourner du front, ils vont remettre de l'ordre ici. Donc vous êtes plutôt sceptique par rapport à cette vision de capacité politique des vétérans. Il y a une capacité politique, on a déjà vu ça avant la grande invasion, mais les projets politiques des vétérans, pour l'instant, n'ont pas été très... ils ne sont pas allés jusqu'au bout de ce qu'ils voulaient faire. Peut-être que maintenant, en ayant beaucoup plus de gens, en ayant une plus grande force derrière eux, ils vont pouvoir mener à bien une aspiration politique. Mais justement, je pense qu'ils vont avoir besoin de la société civile qui va les aider, qui va les soutenir, qui va peut-être leur apporter aussi des connaissances et des skills qui leur manquent pour faire partie du monde politique. Oui. Et en même temps, sans doute, une différence là, sur la surface, entre ce qui se passait en 2014 et 2015 et entre ce qui se passe aujourd'hui, c'est que parmi les vétérans, on va y retrouver beaucoup de civils. C'est-à-dire que le nombre total aujourd'hui, donc on nous dit le chiffre d'1 million, c'est ça, dont 700 000 de l'armée. N'est-ce pas? Donc, en tout cas, ce sont des chiffres officiels qui ont été communiqués. Donc, mais dans ces chiffres-là, bien sûr, on retrouve énormément de civils, c'est-à-dire des gens qui ont été mobilisés après février 2022. Et donc, ce sont des gens qui n'ont pas de carrière militaire, n'ont pas d'expérience militaire. Et eux, ils passent par cette épreuve de la guerre. Ils vont retourner. Est-ce que vous pensez que ça sera donné une différence de fond? Parce que là, on va avoir plus de vétérans plus traumatisés, par exemple. Voilà, donc moins préparés, plus brisés, on va dire, après cette guerre. Parce que être civil, être militaire, ça fait quand même deux. Je pense qu'on va avoir pas mal de problèmes. On va avoir une société... Bon, là, on voit une union de la société qui est extrême, une volonté de gagner, une volonté de victoire, une union assez exceptionnelle pour l'Ukraine. Mais au retour à la maison, pour les vétérans, ils vont faire face à des problèmes, oui, de l'alcool, des dépendances, des problèmes de trouver un emploi, les problèmes économiques, tout simplement, de se retrouver un emploi, de retrouver de l'argent pour soutenir leur famille. Problèmes psychologiques, problèmes de santé. Beaucoup de vétérans vont revenir avec des blessures graves, des blessures qui vont peut-être les empêcher de mener une vie comme ils menaient avant. Problèmes de santé, des problèmes mentaux aussi avec les insomnies, les concussions, des choses comme ça qui peuvent empêcher de mener une vie normale à 100%. Et oui, on va avoir pas mal de problèmes. Je pense qu'on va passer par le chemin qui ont passé, par exemple, les États-Unis, qui ont des problèmes des SDF, des vétérans SDF, des vétérans qui ont des problèmes de l'alcool, les vétérans qui ont des problèmes avec la loi aussi. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut se préparer déjà maintenant pour prévoir ces risques et trouver des chemins pour les minimiser. Mmh.
Que peut-on faire et qu'est-ce qui est en train de se faire dès maintenant, en fait, pour se préparer à ce grand retour? On l'espère que ce sera dans l'avenir proche, mais en fait, personne ne le sait. Qu'est-ce qui est déjà fait et qu'est-ce qu'on peut faire encore pour se préparer à ce retour? Eh bien, en ce moment, c'est assez difficile de commencer des grands projets parce que bon, tout le financement est bien sûr pour le secteur militaire pour mener à bien cette guerre. Donc, il reste pas, pas suffisamment, je pense, de finances pour vraiment engendrer une grande réforme pour la réintégration des vétérans. Mais ce qui, à mon avis, serait essentiel, c'est d'avoir des hôpitaux et des centres de réhabilitation à point qui puissent accueillir les vétérans. Il y en a, mais il y a pas assez. Par exemple, il y a un centre pour le traumatisme mental à côté de Kiev. Ils ont 220 lits. Enfin, ils peuvent accueillir 220 personnes. 220 personnes sur 1 million, sur une armée d'1 million, c'est rien. Et c'est un hôpital unique dans son genre pour l'Ukraine. Donc, Mmh. il y a un très grand problème d'échelle. Donc, on a des choses qui marchent bien, on a des hôpitaux qui marchent bien, des centres de réhabilitation qui marchent bien, mais ils sont à l'unité. Et nous, on en aurait besoin des dizaines, on aurait besoin dans chaque région. Donc, le plus grand problème maintenant, ça va être la mise à l'échelle, c'est-à-dire de multiplier ce qui marche et de le répéter dans toutes les différentes régions qu'on a. Oui, tout à fait. Un exemple tout à fait parlant. Il y a un hôpital spécialisé pour les troubles mentaux liés au risque, au traumatisme, donc peut-être de différentes natures, mais y compris les natures liées au combat. Et donc c'est vrai comment traiter tout cela après la guerre. Donc sans doute pourrait-on compter sur l'aide de partenaires, mais on ne peut pas non plus envoyer tout le monde à l'étranger, puisqu'il y a aussi question de finances, il y a aussi question de la vie de famille, et il y a aussi la question de la présence Et physique. je dirais même que les pays, les autres pays ne sont pas forcément les mieux adaptés pour accueillir les vétérans ukrainiens. Pas toujours, parce qu'en Ukraine, déjà, on a une très grande expérience de tout ce qui est traumatisme lié à la guerre depuis 9 ans. Oui, Bientôt, oui, bientôt 9 ans, oui. qu'on fait ça. Et donc, forcément, on a une très grande expérience. On a des équipes médicales et des équipes de psychologues qui sont très à point, en fait. Et c'est pas toujours... l'étranger n'est pas toujours une panacée, en fait. C'est pas toujours la meilleure solution de faire partir un vétéran à l'étranger pour la réhabilitation. Parfois, c'est mieux de trouver un endroit en Ukraine où il ne va pas avoir à se séparer de la famille, par exemple. Oui, mais il faudra aussi penser à trouver des spécialistes, c'est-à-dire des médecins ou des assistants sociaux, je ne sais pas Oui. qui pourra justement prendre en charge tous ces centaines ou milliers ou dizaines de milliers, on n'en sait rien, de personnes qui vont passer par ça. On parle beaucoup en ce moment de cette future reconstruction de l'Ukraine et on comprend dans cette notion ce qu'on doit reconstruire les écoles, les crèches, les hôpitaux. Mais c'est-à-dire que, oui, effectivement, ce retour des vétérans il pose d'autres problèmes. Et il faut que les gens qui ont sacrifié plus que les autres, parce qu'on peut dire que les militaires ont sacrifié quand même beaucoup plus que les civils, qu'ils puissent rien que retourner à la normalité, c'est-à-dire à ce qu'ils avaient avant cette grande invasion. Et ça nécessite aussi le financement, l'infrastructure, un effort de la société civile, les investissements, sans doute aussi. Ce qui marche assez bien, ce qui marchait avant le 24 février, mais je pense que ça va marcher, ça va se multiplier dans l'avenir, c'est les centres pour vétérans. En fait, c'est des initiatives de la société civile, c'est dans les communautés, c'est des groupes de volontaires, membres de familles de vétérans qui s'organisent, qui se trouvent un lieu, un centre qui, après négociation, est financé par le pouvoir local et qui s'y organise un espace, comme on dit, sécurisé, un espace pour les vétérans, pour les membres de la famille, où ils peuvent avoir des activités, où ils peuvent avoir accès à un juriste, où ils peuvent avoir accès à un psychologue, où ils peuvent avoir accès à un
une thérapie manuelle, enfin des choses, ça dépend des centres parce qu'ils sont tous un peu particuliers, chacun a sa spécialisation, mais c'est des points où les vétérans peuvent venir, où ils peuvent avoir de l'aide, où ils peuvent se retrouver entre eux, entre ceux qui les comprennent, et ça c'est quelque chose qui marche. Oui, tout à fait. Au cœur de cette guerre, il y a la notion de la justice. Bon, en tout cas, on a l'impression que la justice, ça veut dire que c'est une guerre juste de la part de l'Ukraine, parce que l'Ukraine se défend, parce que c'est une guerre aussi pour des principes, pour des bons principes, contre le fait qu'on peut agresser un pays voisin pour rien du tout. C'est une guerre anti-impériale. Donc, mais cette notion de la justice, on se dit qu'on se bat parce que c'est juste, retourner à la société elle-même, ici en Ukraine, c'est aussi la question de la justice faite par rapport aux vétérans. Et d'après ce que vous dites, ce n'est jamais gagné, ce n'est jamais sûr, non? Donc vous avez des doutes. Vous qui êtes dans ce secteur, vous touchez ça tous les jours, donc vous craignez qu'il y a quelque chose d'injuste par rapport aux vétérans? Alors, avant l'invasion, on avait un projet avec le groupe Helsinki, le Ukrainian Helsinki Group. C'était un projet sur l'amnistie pour les vétérans qui sont retrouvés derrière les barreaux. Et donc, on a analysé pas mal de cas où les vétérans ont été jugés et condamnés. Et bien, ce qu'on a vu, c'est que au niveau de l'enquête et au niveau des procureurs, il y a en effet un moment où le fait que ce soit un vétéran, le fait qu'il a vécu des expériences à la guerre, qu'il a peut-être eu des traumatismes liés au combat, c'est pas vraiment pris en charge. Enfin, c'est pas pris en charge. Parfois, le juge peut demander une expertise dans ce genre-là, mais c'est pas répondu. Et donc peut-être qu'à ce niveau-là, on pourrait aussi s'améliorer. Par exemple, même aux États-Unis, il y a des juges de vétérans particuliers. S'il ne s'agit pas de crimes violents, s'il s'agit de vol ou quelque chose comme ça, les vétérans sont jugés par une commission spéciale. C'est là où leur expérience, leur parcours est pris en compte. Je ne dis pas que c'est exactement la même chose qu'il faut faire en Ukraine. Chaque pays a son propre moyen de gérer les choses comme ça, mais je pense que ça va être important pour que dans le système juridique, dans le système pénal, le fait d'être un vétéran, ça soit aussi pris en compte par les procureurs et par les juges. Oui, et il ne s'agit pas d'innocenter, voilà. Non, c'est pas. Mais il s'agit justement de prendre le parcours en compte et comprendre que les vétérans, à part cette image un peu artificielle qu'ils sont tous les héros, qui est derrière eux des êtres humains et qui ont aussi des traumatismes que nous, les civils, on ne peut même pas imaginer. En fait, par quoi est-ce qu'ils sont passés, et donc expliquer ou contextualiser ces comportements dans leur passé, dans leur parcours. Et pour parler de justice, peut-être dans un sens plus large, parce que là j'ai pris vraiment le thème de la justice pénale, mais sinon oui, je pense que les vétérans vont avoir une demande de justice assez importante. La société ukrainienne en général a un très fort appétit pour la justice, pour qu'à la fin de cette guerre, la justice triomphe. Et donc comment l'État et comment le monde, en fait, va répondre à cette demande de la justice, c'est une grande question. Est-ce qu'on va avoir des procès internationaux? Est-ce qu'on va avoir des reconstructions faites à l'Ukraine? Est-ce que les vétérans vont pouvoir participer amplement à la reconstruction du pays et avoir leur place dans cette reconstruction? Ce qui leur permettra aussi un moyen de gagner cette justice, pour que leur sacrifice ne soit pas en vain. C'est une très grande question. Est-ce que la justice va triompher à la fin? Parce que j'ai pas de doute que la victoire militaire est à portée de main pour l'Ukraine. Ça, j'y crois, mais après, toutes les questions de justice et de reconstruction, c'est une autre histoire. Donc vous êtes sûr que l'Ukraine va remporter dans cette guerre, c'est ça? Oui. Vous n'avez pas de doute, mais c'est vrai que c'est pas là la fin de l'histoire, n'est-ce pas? Donc c'est là que le début d'une autre histoire, et c'est une autre histoire, il sera pas du tout facile. Je pense même que ça va être plus difficile. Parce que là, en temps de guerre, on est tous unis contre un ennemi très compréhensif. Enfin, on connaît très bien qui est notre ennemi et qu'est-ce qu'on doit faire pour vaincre.
après la victoire, ça va être une période de doute, je pense, de réflexion, de recherche justement de cette justice, d'essence, une recherche d'essence qu'on va sûrement perdre pendant cette guerre. Et c'est là qu'il va y avoir des crises, des conflits, une société qui va être bousculée, une société qui va se retourner aussi contre certaines parties de cette société. Donc oui, il faut s'attendre aussi qu'on va passer par une période de turbulence énorme après la guerre. Merci beaucoup Olga pour cet entretien extrêmement intéressant et important, et gardons l'espoir que l'Ukraine pourra traverser non seulement l'épreuve de la guerre, mais aussi dignement cette période de l'après-guerre qui s'annonce, comme vous le dites très justement, assez difficile pour tout le pays. Merci. Merci. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Olga Galchenko, volontaire qui travaille dans la fondation Renaissance. Son mari est actuellement au front, il défend l'Ukraine depuis le début de la grande invasion russe. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.